Le crime de l'Orient Express. Première partie, les faits. Chapitre 1er. Un voyageur de marque sur le Taurus Express. À 5 heures du matin, en gare d'Alep, stationnait le train désigné sous le nom pompeux de Taurus Express. Il comprenait un wagon-restaurant, un sleeping car et 2 autres voitures. Devant le marchepied du sleeping car, un jeune lieutenant français, en uniforme élégant, couvert d'un épais manteau, conversait avec un petit homme emmitouflé jusqu'aux oreilles et dont on n'apercevait que le bout du nez rouge et 2 fortes moustaches relevées en croc. Par ce froid glacial, accompagné au train un étranger d'importance n'offrait rien d'enviable, mais le lieutenant Dubosc s'acquittait de cette corvée avec une bonne grâce parfaite et prodiguait aux voyageurs des amabilités en un langage des plus châtiés. Le jeune officier ne savait pas au juste de quoi il s'agissait. De vagues rumeurs avaient circulé dans la garnison. Le général, son général, s'était montré pendant quelques jours d'humeur massacrante jusqu'à l'arrivée de ce Belge qui, paraît-il, avait fait tout exprès à cette occasion, quelle occasion, le voyage d'Angleterre en Syrie. Après une semaine écoulée dans une atmosphère des plus tendues, les événements s'étaient précipités. Un officier avait démissionné, un personnage occupant des fonctions civiles avait été rappelé par son gouvernement. Puis, les visages anxieux s'étaient rassérénés et certains règlements rigoureux s'étaient peu à peu relâchés. Enfin, le général du lieutenant Dubosc, avait retrouvé sa bonne humeur. Dubosc avait surpris quelques bribes de conversation entre son chef et l'étranger. « Mon cher, disait le vieux général d'une voix émue, vous avez éclairci une affaire pénible et évité de graves complications. Comment vous remercier de votre empressement à répondre à mon appel ?» À quoi l'étranger, monsieur Hercule Poirot, pour l'appeler par son nom, avait fait une réponse adéquate où entrait cette phrase. « Je ne saurais oublier, mon général, qu'un jour vous m'avez sauvé la vie. » Le général, ne voulant pas être en reste de cordialité avec son interlocuteur, avait désavoué le mérite de ce lointain service. Après de nouvelles phrases imprécises où revenaient à tour de rôle les mots « France », Belgique, gloire, honneur et autres vocables de la même famille, ils s'étaient donné l'accolade et s'étaient séparés. En ce qui concernait le fond même de l'histoire, le lieutenant Dubosc demeurait dans une ignorance complète. La mission lui était échue d'accompagner monsieur Poirot au train et il s'en acquittait avec tout le zèle et le tact d'un jeune officier digne de la brillante carrière qui s'ouvrait devant lui. « C'est aujourd'hui dimanche ?» dit le lieutenant Dubosc. « Demain soir, lundi, vous arriverez à Stamboul. » Ce n'était pas la première fois qu'il faisait cette observation. Les mêmes propos sur le quai des gares à l'heure du départ d'un train se répètent souvent. « En effet, acquiesça monsieur Poirot. Et vous avez l'intention d'y rester quelques jours ? Oui. Ne connaissant pas Stamboul, je ne voudrais pas y passer sans m'arrêter. Rien ne presse. Je visiterai la ville en touriste. L'église Sainte-Sophie est une merveille, déclara le lieutenant Dubosc, qui ne l'avait jamais vue. Un vent coupant balaya soudain le quai.
Les deux hommes furent pris d'un frisson. Le lieutenant jeta un coup d'œil furtif à sa montre-bracelet. 5 heures moins 5. Encore 5 minutes. S'imaginant que l'autre avait remarqué son geste, il se hâta de reprendre la conversation. Peu de gens voyagent à cette époque de l'année, observa-t-il en levant les yeux vers les fenêtres du sleeping-car. En effet. Espérons que le Taurus ne sera pas bloqué par les neiges. Cet accident arrive quelquefois ? Oui, mais il ne s'est pas encore produit cette année. Conservons toujours l'espoir, dit M. Poirot. Mais les renseignements atmosphériques venant d'Europe n'annoncent rien de bon. On prévoit d'abondantes chutes de neige dans les Balkans. Et de même en Allemagne. Alors, s'empressa de poursuivre le lieutenant Dubosc, prévoyant une nouvelle pause dans la conversation. Demain soir, à 7h40, vous arriverez à Constantinople. Oui. Et M. Poirot ajouta: l'église Sainte-Sophie est très belle, m'assure-t-on. Il paraît qu'elle est magnifique. Au-dessus de leur tête, le store d'un des compartiments du wagon-lit se releva et une jeune femme mit son visage à la vitre. Marie Debeham n'avait guère dormi depuis son départ de Bagdad, le jeudi précédent, pas plus dans le train de Kirkuk que dans l'hôtel de Mossoul ou la nuit dernière dans le wagon. Aussi, lasse de demeurer immobile et les yeux ouverts dans la chaleur étouffante de son compartiment, elle s'était levée et regardait par la portière. Alep. Rien de sensationnel à voir. Quai interminable, mal éclairé, d'où montaient des altercations bruyantes en arabe. Sous la portière du compartiment de la jeune femme, 2 hommes s'entretenaient en français, l'un d'eux, un officier français, l'autre, un petit bonhomme à longue moustache. Elle sourit en voyant ce dernier tout emmitouflé. Il devait faire très froid dehors, voilà pourquoi le train était surchauffé. Elle essaya d'abaisser la vitre, mais elle n'y parvint pas. Le contrôleur du wagon-lit s'approcha des 2 voyageurs et leur annonça que le train allait partir. « Monsieur ferait bien de monter. » Le petit bonhomme souleva son chapeau. Malgré ses préoccupations, Marie Debeham ne put réprimer un sourire en voyant son crâne chauve. Comment prendre au sérieux un personnage à l'aspect aussi ridicule ? Songea-t-elle. Le lieutenant Dubosc débitait son discours d'adieu. Il le tenait tout prêt pour le servir à la dernière minute. Pour ne point se laisser dépasser en éloquence, Poirot répondit dans le même style cérémonieux. « En voiture, monsieur !» insista le contrôleur du wagon-lit. Comme à regret, Monsieur Poirot monta dans le train et le contrôleur après lui. Monsieur Poirot agita la main et le lieutenant Dubosc répondit à ce salut. Le train, avec une formidable secousse, démarra. « Enfin !» murmura Monsieur Hercule Poirot. « Brrr !» fit le lieutenant Dubosc, constatant qu'il était gelé. « Voilà, monsieur !» D'un grand geste, le contrôleur fit valoir aux yeux de Poirot le luxe de son compartiment et le superbe arrangement de ses bagages. « La petite valise de monsieur se trouve ici. » La main se tendait de façon discrète mais significative et Poirot y glissa un pourboire. « Merci, monsieur. » Le contrôleur prit un air affairé.
J'ai les billets de monsieur. Il me faudrait aussi le passeport, s'il vous plaît. Monsieur s'arrête à Stamboul? Oui. D'après ce que je vois, il n'y a pas beaucoup de voyageurs dans le sleeping. Non, monsieur. Seulement 2 autres personnes, 2 Anglais. Un colonel, retour des Indes, et une jeune dame qui vient de Bagdad. Monsieur désire-t-il quelque chose? Monsieur demanda une petite bouteille d'eau minérale. 5 heures du matin en hiver et une heure vraiment détestable pour monter dans un train. Le jour ne paraît pas avant 2 autres heures. Après une mission délicate conduite avec succès et un sommeil écourté, Poirot, fatigué, se recroquevilla dans son coin et s'endormit. Dès son réveil, vers 9h30, il se dirigea vers le wagon-restaurant pour avaler un café chaud. À ce moment, il n'y avait dans le wagon-restaurant qu'une seule personne. De toute évidence, la jeune Anglaise annoncée par le conducteur. Grande, mince, brune, elle approchait de la trentaine. D'un air calme, elle prenait son déjeuner. La manière dont elle commanda au garçon une seconde tasse de café dénotait l'usage du monde et l'habitude de voyager. Elle portait une toilette sombre et de tissu léger qui convenait parfaitement étant donné l'atmosphère suffocante des wagons. Monsieur Hercule Poirot, n'ayant rien de mieux à faire, s'amusa à la détailler sans en laisser rien paraître. Cette inconnue, estima-t-il, appartenait au genre de femmes qui savent se débrouiller partout et en toutes circonstances. Était-elle jolie? Il appréciait la régularité austère de ses traits et la pâleur délicate de son teint, ses cheveux noirs aux ondulations nettes et ses yeux gris au regard froid et impersonnel. Décidément, il lui trouvait l'air un peu trop grave pour la qualifier de jolie femme. Bientôt, un autre personnage entra, un homme de 40 à 50 ans, de haute taille, au visage maigre, à la peau hâlée et aux tempes grisonnantes. Le colonel, retour des Indes, se dit Poirot à lui-même. Le nouvel arrivant salua la jeune fille. « Bonjour, mademoiselle Debenham. »« Bonjour, colonel Arbuteau. » L'officier restait debout, une main posée sur le dossier de la chaise en face de la jeune fille. « Je ne vous dérange pas ?»« Pas le moins du monde. Asseyez-vous. » « On n'est pas toujours disposé à bavarder au petit déjeuner. »« Non, mais tranquillisez-vous, je ne mords pas. » Le colonel s'assit. « Garçon !» appela-t-il d'une voix autoritaire. Il commanda des œufs et du café. Les yeux du colonel se posèrent un instant sur Hercule Poirot, puis se détournèrent indifférents. Poirot devina que l'Anglais songeait en lui-même « Bah, ce n'est qu'un simple étranger. » Fidèles à leur tempérament, les 2 Anglais se montrèrent peu loquaces. Ils échangèrent quelques brèves remarques et, au bout d'un moment, la jeune femme se leva et regagna son compartiment. Au déjeuner, tous 2 se retrouvèrent à la même table et feignirent d'ignorer la présence du 3e voyageur. Leur conversation fut cependant un peu plus animée. Le colonel parla de Punjab et posa à sa compagne plusieurs questions sur Bagdad, où elle avait occupé un poste de gouvernante. Au cours de la conversation, ils se découvrirent des amis communs et, peu à peu, devinrent plus familiers.
Le colonel s'informa si elle allait directement en Angleterre ou si elle comptait s'arrêter à Constantinople. « Non, je vais tout droit à Londres. »« Quel dommage de ne pas visiter Stamboul en passant. » Quoi qu'il en soit, je suis heureux que vous ne vous arrêtiez point, puisque moi aussi je continue tout droit. Il esquissa un salut et rougit légèrement. Notre colonel est pincé, songea Poirot. Le train est aussi dangereux que le paquebot. Miss Debenham, d'un ton calme, reconnut que le voyage semblerait en effet moins long. Hercule Poirot remarqua que le colonel accompagnait la jeune fille jusqu'à son compartiment. Un peu plus tard, le train passa devant la chaîne de montagnes du Taurus. Debout, dans le corridor, Miss Debenham et l'officier anglais contemplaient le paysage farouche et magnifique. Poirot, qui se trouvait non loin d'eux, entendit la jeune fille soupirer. « Ah, que c'est beau! Je voudrais... » « Quoi donc ?»« Pouvoir regarder davantage ce spectacle. » Arbuthnot ne répondit pas. Son profil parut plus grave. « Je souhaiterais vous voir en dehors de tout cela, » murmura-t-il. « Chut, taisez-vous. »« Ah, oui, vous avez raison. » Il lança un coup d'œil du côté de Poirot, puis continua. « Si vous saviez à quel point je souffre de vous savoir dans cette situation de gouvernante à la merci des mères tyranniques et de leur insupportable gamine. »« Détrompez-vous, » dit-elle avec un petit rire nerveux. « La gouvernante opprimée n'est plus qu'un mythe. Je vous assure que ce sont plutôt les parents qui me craignent. » Il y eut un silence. Peut-être Arbuthnot était-il confus de son indiscrétion. Ces deux-là m'ont l'air de jouer la comédie, se dit Poirot. Plus tard, il devait se souvenir de cette réflexion. Le train entra en gare de Konya vers 11h30 du soir. Les deux Anglais descendirent sur le quai pour se dégourdir les jambes. Monsieur Poirot se contenta d'abord d'observer à travers une fenêtre le va-et-vient de la station. Au bout d'une dizaine de minutes, il pensa qu'après tout, un peu d'air frais lui ferait du bien. Il se livra à divers préparatifs, s'enveloppa de son manteau et de son cache-nez et enfonça ses souliers dans des caoutchoucs. Ainsi, attifé, il posa le pied avec précaution sur l'asphalte, couvert de neige, et marcha jusqu'à ce qu'il eût dépassé la locomotive. Un bruit de voix attira son attention vers deux formes indistinctes, debout dans l'ombre d'un wagon de marchandises. Arbuthnot parlait. « Marie ?» La jeune fille l'interrompit. « Pas maintenant, pas maintenant. Quand l'affaire sera finie, tout à fait terminée, alors... » Discrètement, Poirot s'éloigna, intrigué. Il avait eu peine à reconnaître la voix habituellement calme et autoritaire de Miss Debenham. « Voilà qui est bien curieux, » se dit-il. Le lendemain, quand il revit les deux voyageurs, il se demanda si ceux-ci s'étaient querellés. Ils se parlaient peu et la jeune fille, pâle, les yeux cernés, semblait très inquiète. L'après-midi, à 2h30, le train s'arrêta. Des têtes parurent aux portières,
Un petit groupe d'hommes assemblés le long de la ligne regardait et se montrait des flammes sous le wagon-restaurant. Poirot, penché à la portière, questionna le contrôleur du wagon-lit qui accourait. L'homme lui ayant répondu, il retira sa tête et, en se retournant, il entra en collision avec Marie Debenham, debout derrière lui. « Que se passe-t-il » lui demanda-t-elle. « Pourquoi cet arrêt ?»« Ce n'est rien, mademoiselle. Simplement quelque chose qui a pris feu sous le wagon-restaurant. Rien de grave. C'est déjà éteint et on procède à une légère réparation. Il n'y a aucun danger. » Elle fit un petit geste brusque, comme pour chasser l'idée de danger, sans importance à ses yeux. « Oui, je comprends, mais le temps ?»« Le temps ? Cet accident va nous occasionner du retard. »« C'est possible, mademoiselle. »« Mais nous ne pouvons nous permettre ce luxe. Ce train doit arriver à 6h55 et nous devons traverser le Bosphore pour attraper le Simplon Orient Express sur l'autre rive à 9h. S'il y a trop de retard, nous manquerons la correspondance. »« C'est possible, mademoiselle, » répéta Poirot. Il s'aperçut que les lèvres de la jeune fille, ainsi que sa main appuyée sur la barre de la fenêtre, tremblaient un peu. « Est-ce donc si important, mademoiselle ?» lui demanda-t-il. « Oui, il faut absolument que j'attrape ce train. » Elle quitta Poirot pour rejoindre Arbuthnot à quelques pas plus loin dans le corridor. Elle s'était inquiétée sans raison. 10 minutes plus tard, le train reprenait sa marche. À Haïdar Passa, il n'avait déjà plus que 5 minutes de retard. Le Bosphore était houleux et M. Poirot goûta fort peu la traversée. Sur le bateau, il fut séparé de ses compagnons de voyage. Arrivé au pont de Galata, il se fit conduire à l'hôtel Tocatlian. Chapitre 2. L'hôtel Tocatlian. À l'hôtel Tocatlian, Hercule Poirot demanda une chambre avec une salle de bain. Ensuite, au bureau du concierge, il s'informa s'il était arrivé de la correspondance à son nom. 3 lettres étaient venues pour lui, ainsi qu'un câble. À la vue de cette dépêche qu'il n'attendait pas, il leva les sourcils. Il l'ouvrit, sans se presser, comme à l'ordinaire, et lut. Affaire Kastner, progrès suivant vos précisions. Prière revenir immédiatement. Voilà qui est assommant, murmura Poirot en jetant un coup d'œil sur la pendule. Je dois m'en aller dès ce soir, dit-il au concierge. À quelle heure part le Simplon Orient Express ? À 9h, monsieur. Pouvez-vous me retenir une place de wagon-lit ? Certainement, monsieur. Rien de plus facile à cette époque de l'année. Les trains roulent à moitié vides. En première ou en seconde ? En première. Très bien, monsieur. Pour quel endroit ? Pour Londres. Bien, monsieur. Je vais vous prendre un billet pour Londres et vous retenir un sleeping dans la voiture Stamboul-Calais. De nouveau, Poirot consulta la pendule. 8h moins 10. Ai-je le temps de dîner ? Mais oui, monsieur. Le petit Belge traversa le vestibule pour se rendre au restaurant. Comme il commandait son repas au garçon, il sentit une main se poser sur son épaule.
Ah, mon vieux, quelle heureuse rencontre! Disait une voix derrière lui. Poirot se retourna et vit un homme trapu, d'âge moyen, qui lui souriait gaiement. « Tiens, Monsieur Bouc, Monsieur Poirot !» Belge lui aussi, Monsieur Bouc était un des directeurs de la Compagnie internationale des wagons-lits et ses relations avec l'as de la police belge remontaient à plusieurs années. « Vous voyagez loin du pays, mon cher ami ?»« Peu, une petite affaire en Syrie. »« Ah, et quand repartez-vous ?»« Ce soir même. »« À la bonne heure, moi aussi je pars ce soir. Je vais jusqu'à Lausanne. Vous prenez sans doute le Simplon Orient Express ?»« Oui, je viens de faire retenir ma couchette. Je pensais demeurer ici quelques jours, mais je reçois à l'instant un câble me rappelant à Londres de toute urgence. »« Ah !» soupira Monsieur Bouc. « Les affaires, les affaires. Vous voilà au sommet de la gloire à présent. »« Ma foi, j'ai remporté quelques petits succès, » prononça Hercule Poirot, essayant vainement de paraître modeste. Bouc esquissa un sourire. « Nous nous retrouverons tout à l'heure, » dit-il. Hercule Poirot mit toute son application à ne point mouiller ses moustaches dans le potage. Ayant réussi ce tour de force, il promena son regard autour de lui en attendant le service suivant. Il n'y avait qu'une demi-douzaine de personnes dans la salle, et parmi elles, 2 hommes seulement éveillèrent l'attention d'Hercule Poirot. Ces 2 jeunes hommes étaient assis à une table voisine de la sienne. Le plus jeune, de toute évidence un Américain, était un charmant garçon d'une trentaine d'années. Ce n'était pas lui, mais plutôt son compagnon qui suscitait l'intérêt du petit détective. Il paraissait âgé de 60 à 65 ans et, à distance, offrait l'aspect bienveillant d'un philanthrope. Sa légère calvitie, son front proéminent, son sourire qui découvrait un râtelier de dents fausses, éclatante de blancheur, tout en lui laissant supposer un homme foncièrement bon. Seuls les petits yeux rusés démentaient ce jugement. En outre, lorsque le personnage, parlant à son jeune compagnon, lança un coup d'œil autour de la salle, son regard se posa un instant sur Poirot, un regard étrangement dur. Il se leva. « Réglez la note, Hector, je vous prie, » dit-il d'un ton un peu rauque. Quand Poirot rejoignit Monsieur Bouc dans le vestibule, les 2 autres quittaient l'hôtel. On apportait les bagages sous l'œil vigilant du jeune homme. Bientôt, celui-ci ouvrit la porte vitrée et annonça : « Tout est prêt, Monsieur Ratchet ?» Le vieillard acquiesça d'un grognement et sortit. « Eh bien ?» demanda Poirot. « Que pensez-vous de ces 2-là ?»« 2 Américains, » dit Monsieur Bouc. « Cela saute aux yeux. Je veux parler de leur aspect. Le jeune homme me paraît agréable. Et le vieux ? À vrai dire, mon cher, il me plaît pas du tout. Il m'a produit une fâcheuse impression. Et à vous ? » Hercule Poirot répondit au bout d'un instant. « Quand il a passé devant ma table, au restaurant, il m'a semblé qu'un animal sauvage, une brute féroce, venait de me frôler. »« Ce respectable gentleman américain ? » ?»« Oui, ce respectable gentleman américain. »« Peut-être avez-vous raison.
acquiesça Monsieur Bouc. Il y a tant de mauvaises gens sur terre. À ce moment, la porte s'ouvrit et le concierge s'avança vers eux, l'air ennuyé. « Je n'y comprends rien, monsieur, » dit-il à Poirot. « Mais il n'y a plus un wagon-lit de première classe de libre dans le train. »« Comment ?» s'exclama Monsieur Bouc. « À cette époque de l'année ?» Il s'agit sans doute d'un groupe de journalistes ou de politiciens. « Je ne sais pas, » lui expliqua le concierge, se tournant respectueusement vers lui. « Mais voilà ce qu'on m'a répondu. »« Bien, bien, » dit Monsieur Bouc à Poirot. « Nous allons régler cette question. Il y a toujours un wagon-lit libre, le numéro 16. Le contrôleur le réserve jusqu'à la dernière minute. » Il jeta un coup d'œil à la pendule. « Venez, il est temps. » À la gare, Monsieur Bouc fut accueilli avec un respectueux empressement par le contrôleur du wagon-lit en uniforme marron. « Bonsoir, monsieur. Vous avez le compartiment numéro 1. » Il appela les porteurs qui enlevèrent leurs bagages et les déposèrent devant la voiture, où une plaque métallique annonçait l'itinéraire. Constantinople, Trieste, Calais. « Il paraît que c'est complet. »« C'est incroyable, monsieur. On jurerait, ma parole, que tout le monde s'est donné rendez-vous pour voyager cette nuit. »« Il faudra tout de même trouver une place pour ce monsieur, qui est un ami à moi. Donnez-lui le numéro 16. »« C'est pris, monsieur. »« Comment ? Le numéro 16 ?» L'employé, un homme grand, au teint blême et d'âge moyen, eut un mouvement d'épaule et dit à son chef : « Oui, monsieur, comme je vous l'ai dit, c'est complet, partout. »« Que se passe-t-il donc ? » demanda Monsieur Bouc. « Tient-on une conférence quelque part ? » ?»« Non, monsieur, c'est par hasard que tous ces gens voyagent cette nuit même. » Monsieur Bouc fut très ennuyé de ce contretemps. « À Belgrade, remarqua-t-il, on attelle la voiture venant d'Athènes et à Wisconsin celle de Bucarest. Mais nous n'atteindrons Belgrade que demain soir. Que faire pour cette nuit ? N'y a-t-il pas de couchette libre en seconde classe ? » ?»« Si, monsieur, il m'en reste une. »« Eh bien, mais une femme occupe déjà le compartiment. La femme de chambre d'une des voyageuses. »« C'est bien fâcheux, » déclara Monsieur Bouc. « Ne vous tracassez pas davantage, mon ami, » dit Poirot. « Je m'accommoderai aux circonstances. » Monsieur Bouc demanda : « Tout le monde est-il arrivé ? » ?»« Ma foi, un voyageur manque à l'appel. » Il parlait lentement, avec hésitation. « Allons, dites vite. »« La couchette numéro 7, seconde classe. Le monsieur n'est pas là et le train part dans quelques minutes. »« Qui est ce monsieur ? » ?»« Un Anglais. » L'employé consulta sa liste. « Mr. Harris. »« C'est de bon augure, » déclara Poirot. « J'ai lu Dickens. Mr. Harris ne viendra pas. »« Portez les bagages de monsieur au numéro 7. Si Mr. Harris se présente, nous lui dirons que la place était déjà louée et nous réglerons la difficulté de façon ou d'une autre. Tant pis pour Mr. Harris. »« Comme vous voudrez, monsieur. » Puis, s'adressant au porteur, il lui indiqua où mettre les bagages de monsieur Poirot. Il se recula pour permettre à Poirot de monter dans le train. « Au bout de la voiture, monsieur, » lui dit-il, « l'avant-dernier compartiment. » Poirot avança tant bien que mal le long du couloir,
car tous les voyageurs étaient sortis de leur compartiment. Avec la régularité d'un mouvement d'horlogerie, il débitait poliment des « pardon, pardon » et enfin atteignit le compartiment désigné. À l'intérieur, les bras tendus vers une valise, se trouvait le jeune Américain de l'hôtel Tocatlian. Il fronça les sourcils à la vue de Poirot. « Excusez-moi, mais vous devez vous tromper. Il y a sans doute erreur, » dit-il en un français médiocre. Poirot lui demanda en anglais. « Vous êtes Mr. Harris ? » ?»« Non, je m'appelle McQueen. À cet instant, le contrôleur du wagon-lit lui annonça d'une voix timide, par-dessus l'épaule de M. Poirot. « Il ne reste pas d'autres couchettes libres dans tout le train, monsieur. Je suis obligé de donner celle-ci à monsieur. » Puis, il rangea les bagages de Poirot. Avec quelques amusements, Poirot avait remarqué le ton obséquieux du contrôleur. Sans doute avait-il reçu un fort pourboire pour ne point placer un second voyageur dans le compartiment. Mais les pourboires les plus mirifiques perdent leur efficacité quand un directeur de la compagnie voyage dans le train et donne des ordres. L'employé sortit du compartiment après avoir déposé des valises sur le porte-bagages. « Voilà, monsieur, tout est rangé, » annonça-t-il. « Vous avez la couchette du haut, le numéro 17. Nous partons dans 1 minute. » Il s'éloigna dans le couloir et Poirot pénétra dans le compartiment. « Un oiseau rare !» déclara-t-il gaiement. « Un contrôleur des wagons-lits qui range vos bagages. Cela ne s'est jamais vu ?» Son compagnon sourit. Revenu probablement de sa déception, il jugeait préférable de se montrer philosophe. « Le train est bondé, » remarqua-t-il. Le sifflet retentit, la locomotive poussa un long cri mélancolique et les 2 hommes sortirent dans le couloir. Sur le quai, une voix se fit entendre. « En voiture !»« Nous partons, » dit McQueen. Le train ne démarrait pas encore. Le sifflet déchira l'air une seconde fois. « Monsieur, » dit soudain le jeune homme, « si vous préférez la couchette inférieure, ne vous gênez pas. Prenez-la. » « Ce jeune homme est vraiment sympathique, » se dit Poirot. « Non, non, » protesta-t-il. « Je ne voudrais pas vous en priver. » « Cela m'est tout à fait égal. »« Vous êtes vraiment trop aimable. Mais ce ne serait que pour une nuit. À Belgrade. »« Ah, vous descendez à Belgrade ?» Une secousse. Les 2 hommes se tournèrent vers la vitre. Ils virent le long quai éclairé glisser sous leurs yeux. L'Orient Express commençait son voyage de 3 jours à travers l'Europe. Chapitre 3. Poirot refuse une affaire. Levé de bon matin, Monsieur Hercule Poirot avait déjeuné à peu près seul au wagon-restaurant et passé la matinée à compulser ses notes sur l'affaire qui le rappelait d'urgence à Londres. Il avait à peine vu son compagnon de voyage. Comme il arrivait légèrement en retard pour le lunch au wagon-restaurant, Monsieur Bouc, qui l'attendait, déjà attablé, l'accueillit avec force geste et le pria de s'asseoir à la table inoccupée en face de lui. Poirot s'installa
et constata avec plaisir que leur table était servie la première et que la chair était excellente. Lorsqu'on en fut au délicieux fromage à la crème, M. Bouc détourna ses pensées des choses de la table. Il y arrivait à ce moment du repas où l'on devient philosophe. « Ah !» soupira-t-il. « Que n'ai-je la plume de Balzac pour décrire cette scène ?»« Ça, c'est une idée, » dit Poirot encourageant. « Vous trouvez ? Je crois que personne n'y a encore songé. Et pourtant, il y a de la matière à un roman, mon cher. Voici réunis des gens de toutes classes, de toutes nationalités et de tous âges. Pendant 3 jours, ces personnes étrangères les unes aux autres vont dormir et manger sous le même toit. Elles mèneront une vie commune et, au bout de ces 3 jours, elles se sépareront pour ne se revoir peut-être jamais. À moins qu'une catastrophe... Ah non, mon ami. Évidemment, de votre point de vue, ce serait regrettable. Mais supposons un instant qu'un accident se produise. En ce cas, tout ce monde se trouvera uni dans la mort. « Encore un doigt de vin ?» dit M. Bouc. « Vous êtes sinistre, mon cher. C'est sans doute l'effet de la digestion. » J'avoue qu'en Syrie, la nourriture ne convenait guère à mon estomac. Il but lentement une gorgée de vin. Puis, se rejetant en arrière, il fit des yeux le tour du wagon. Il compta 17 convives de toute classe et de toute nationalité, ainsi que l'avait annoncé M. Bouc. Il se mit à les observer. À la table en face de la leur étaient assis 3 hommes qui voyageaient seuls et avaient été placés là suivant le flair infaillible du maître d'hôtel. Un gros Italien bronzé qui se curait les dents avec satisfaction, vis-à-vis de lui un Anglais réservé et correct, aux traits impassibles et dédaigneux du service britannique bien stylé, et, près de celui-ci, un Américain de forte carrure, vêtu d'un complet de ton criard, probablement un représentant de commerce. « Il faut en jeter plein la vue !» disait ce dernier d'une voix nasillarde. L'Italien retira son cure-dent de sa bouche et le brandit en déclarant « Pour sûr, c'est bien ce que j'ai toujours dit. » L'Anglais regarda par la fenêtre et tout sauta. Poirot dirigea ensuite son regard vers une petite table occupée par une vieille femme, très laide, mais d'une laideur distinguée, plutôt fascinante que repoussante. Cette femme se tenait très droite. Elle portait un collier de grosses perles qui, si peu croyable que cela paraisse, était vrai. De ses mains chargées de bagues, elle rejeta sur ses épaules le col de son manteau de zibeline. La petite toque noire, très coûteuse, posée sur le côté de sa tête, ne seyait guère à sa figure jaune de crapaud. En ce moment, cette vieille dame parlait au maître d'hôtel d'un ton poli, mais hautain. « Vous aurez la complaisance de porter dans mon compartiment une bouteille d'eau minérale et un verre d'orangeade. Veillez à ce que j'aie du poulet froid ce soir à dîner. » Respectueux, le maître d'hôtel lui répondit qu'elle pouvait y compter. Elle inclina la tête et se leva. Son regard croisa celui de Poirot, et elle se détourna avec l'indifférence d'une grande dame. « C'est la princesse Dragomirov, »
expliqua M. Bouc à voix basse. Une Russe. Son mari avait placé tout son argent à l'étranger avant la Révolution et elle est extrêmement riche. Poirot avait déjà entendu parler de cette personnalité cosmopolite. Laide comme les 7 péchés capitaux, ajouta M. Bouc, mais vous avouerez qu'elle a de l'allure. À une autre table, Marie Debenham était assise, ainsi que 2 autres femmes. L'une d'elles, de 35 à 40 ans, et très grande, portait un corsage écossais et une jupe de tweed. Son épaisse chevelure, d'un jaune fade, formait un chignon plat et disgracieux. Une paire de lunettes ornait son profil de mouton aux traits doux et bienveillants. Elle écoutait avec attention les propos d'une femme d'âge mûr, au visage agréable et aux formes replètes, qui parlait à voix lente et monotone et semblait ne devoir jamais s'arrêter, même pour reprendre haleine. Alors ma fille disait, inutile de songer à appliquer les méthodes américaines dans ce pays. Ici, les gens sont indolents par nature et manquent totalement d'énergie. Cependant, vous seriez étonné des résultats obtenus par notre collègue dont le personnel est composé de professeurs compétents. Pour moi, il n'y a rien au-dessus de l'instruction. Ma fille disait... Comme le train plongeait dans un tunnel, la voix se perdit. À la petite table suivante, le colonel Arbuthnot déjeunait, solitaire, le regard rivé sur la nuque de Marie Debenham. Il n'était pas assis à la même table, alors que cela paraissait si facile. Pourquoi ? Sans doute, Marie Debenham avait-elle hésité par prudence. Une gouvernante ne doit pas se compromettre. Poirot continua son étude. De l'autre côté du wagon, appuyé à la cloison, il remarqua une femme vêtue de noir, à la figure large et dénuée d'expression. Une Allemande ou une Scandinave, songea Poirot, probablement une femme de chambre. Ensuite venait un couple, penchés l'un vers l'autre, les 2 jeunes gens conversaient avec animation. L'homme portait un costume de cheviote venu directement de Londres, mais il n'était pas anglais. La forme de sa tête et de ses épaules suffit pour renseigner Poirot sur ce point. Soudain, il se tourna et Poirot put l'observer de profil. C'était un très bel homme, d'une 30aine d'années, aux fines moustaches blondes. La jeune femme assise en face de lui devait compter 20 ans. Vêtue d'un élégant tailleur noir sur une blouse de satin blanc, un minuscule chapeau noir incliné sur le côté de la tête, suivant la dernière mode, elle avait la peau très blanche, de grands yeux sombres et des cheveux d'un noir de jais. Elle fumait une cigarette au bout d'un long tube d'ambre. Sur sa main soignée aux ongles rouges, Poirot distingua une énorme émeraude montée sur platine. Il y avait beaucoup de coquetterie dans sa voix et dans son regard. « Elle est jolie, elle a du chic », murmura Poirot. « Sans doute le mari et la femme. »« Oui, lui appartient à l'ambassade de Hongrie, je crois. Un couple bien assorti. » Il ne restait que 2 autres convives. Le compagnon de voyage de Poirot, McQueen et son patron, Mr. Ratchet. Pour la seconde fois, Poirot scruta le visage peu engageant du vieillard, compara la fausse bienveillance du reste de la face avec la cruauté des yeux petits et enfoncés. M. Bouc dut s'apercevoir d'un changement dans l'expression de son ami, car il lui demanda « Vous regardez votre animal sauvage ?»
Oui, répondit Poirot. Comme on apportait le café à Poirot, Monsieur Bouc se leva. Il avait commencé de déjeuner avant son ami et avait fini depuis un moment. « Je retourne dans mon compartiment, lui dit-il. Venez m'y rejoindre. Nous bavarderons un peu. Avec plaisir. Poirot dégusta son café et commanda un petit verre de liqueur. Le maître d'hôtel passait d'une table à l'autre sa caisse portative pour recueillir le montant des additions. La voix de la forte dame américaine se fit entendre. « Ma fille me disait, prends un carnet de tickets de repas et tu seras tranquille. » Mais elle n'y connaît rien. Il faut donner 10% de pourboire et puis leur eau minérale a un drôle de goût. On ne peut se procurer ni eau d'Évian ni eau de Vichy. C'est très désagréable. Ils doivent, comment dirais-je, servir l'eau du pays, expliqua la dame au profil de mouton. Je trouve cette pratique stupide, déclara l'américaine en regardant d'un air dégoûté le tas de menus monnaie posé sur la table devant elle. Voyez ce que le garçon m'a rendu. Des dinars. À quoi cela ressemble-t-il? Ma fille me disait. Marie Débéham recula sa chaise et s'en alla en adressant un léger salut aux deux autres dames. Le colonel Arbuthnot se leva et la suivit. Ramassant la monnaie dédaignée, l'américaine sortit et, après elle, la dame au masque au vin. Le couple hongrois avait quitté le wagon-restaurant et il n'y restait plus que Poirot, Ratchett et McQueen. Ratchett glissa un mot à son compagnon qui se leva et sortit. Ensuite lui-même se leva, mais au lieu de suivre McQueen, il vint s'asseoir à la table de Poirot. « Voulez-vous avoir l'obligeance de me donner du feu ?» lui demanda-t-il d'une voix douce, un peu nasillarde. « Je me nomme Ratchett. » Poirot s'inclina, plongea sa main dans sa poche et tendit à l'autre une boîte d'allumettes. « Ai-je bien le plaisir de parler à monsieur Hercule Poirot ?» De nouveau, Poirot s'inclina. « On ne vous a pas trompé, monsieur. Je suis Hercule Poirot. » Avant de poursuivre, Ratchett observa longuement le détective. « Chez nous, dit-il enfin, on va droit au but. Monsieur Poirot, je voudrais que vous travailliez pour mon compte. » Hercule Poirot leva légèrement les sourcils. « Monsieur, pour le moment, ma clientèle est limitée. Je ne m'occupe que d'un très petit nombre d'affaires criminelles. » « Je le comprends, monsieur Poirot, mais vous n'y perdrez pas, je vous le promets, » dit l'autre d'une voix persuasive. Hercule Poirot, après une minute ou deux de réflexion, lui demanda. « Eh bien, que désirez-vous de moi, monsieur Ratchett ?»« Voici, monsieur Poirot, je suis riche, fabuleusement riche, et tous les gens dans ma situation sont assiégés d'ennemis. J'en ai un. »« Un seul ? Pourquoi cette question ? Monsieur, quand on se trouve dans cette situation qui, selon vos dires, vous crée des ennemis, généralement ceux-ci ne se réduisent pas à un seul. » Cette réponse parut soulager Ratchett. Il se hâta de poursuivre. « Évidemment, je saisis votre point de vue. Mais un ennemi, ou plusieurs, c'est pareil. Ce qui compte avant tout, c'est ma sécurité. »« Votre sécurité ? » ?»« Oui, ma vie a été menacée, monsieur Poirot. Je suis capable de me défendre. » De la poche de son veston, sa main sortit, une seconde,
un petit revolver. On ne m'aura pas facilement. Néanmoins, on ne s'entoure jamais trop de précautions et vous êtes l'homme qu'il me faut, monsieur Poirot. Comme je vous l'ai déjà laissé entendre, je vous rétribuerai généreusement. Quelques secondes durant, Poirot garda un mutisme et une impassibilité absolue. Son interlocuteur n'aurait pu deviner ce qui se passait dans son esprit. « Je regrette infiniment, monsieur, de ne pouvoir vous obliger. » L'autre le dévisagea un instant. « Fixez-moi votre prix. » Poirot secoua la tête. « Vous semblez ne pas comprendre, monsieur. J'ai admirablement réussi dans ma carrière et je possède de quoi satisfaire mes besoins et mes caprices. Je me charge seulement des affaires que j'estime intéressantes. » Vous vous montrez difficile. 20 000 $ vous tenteraient? Pas le moins du monde. Si vous espérez davantage de moi par vos réticences, vous perdez votre temps. Je connais la valeur des choses. Moi aussi, monsieur Ratchet. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous déplaît dans ma proposition? Poirot se leva. Puisque vous insistez, permettez-moi de vous dire que votre tête ne me revient pas, monsieur Ratchet. Sur ce, il quitta le wagon-restaurant.